Le café me sort de la vie quotidienne. Je me suis consacré au café pendant de nombreuses années. Le processus de mouture du café me distrait. Boire du café, c'est en fait me rapprocher de la personne qui me parle. Il m'est difficile de définir ce qu'est le café. J'ai commencé à travailler dans ce secteur en 2009. Ça fait 13 ans. En fait, le marché du café dans notre pays s'est ouvert relativement tard par rapport à d'autres pays d'Asie, comme la Corée du Sud et le Japon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en Chine, les cafés font preuve de beaucoup plus de créativité qu'ailleurs. Né dans les années 80, j'ai en fait été témoin du développement du café en Chine. Quand j'étais petit, je buvais du café instantané. Puis je suis arrivé à Beijing, où j'ai goûté le latte à la vanille de Starbucks. Maintenant, je vois que le nombre de cafés ne cesse d'augmenter. En résumé, j'ai vu l'essor de cette activité en Chine. 3 éléments importent pour faire un bon café. La sélection des grains compte pour 60%, leur torréfaction compte pour 20%, les proportions d'eau et de poudre comptent pour 10%, et le reste dépend du barista. Il faut faire comme ça. Il n'y a pas de technique particulière. Il faut juste verser l'eau à peu près de la même manière et éviter les écarts de temps pour présenter la saveur naturelle. Et voilà, ça fait 4 minutes. Poussez le marc avec la cuillère, comme ça. C'est prêt. Le parfum est très fort. Oui. C'est assez amer celui-là. Oui. Et celui-ci est plutôt acide. Vous sentez des saveurs de chou ou de tofu fermenté? Oui, j'en sens une de fermentation, surtout en arrière-coup. Ok, goûtez celui-là. Je sens une odeur d'agrumes. En fait, le troisième me laisse un goût très intéressant sur le bout de la langue. Quel goût? Celui du whisky un peu. Goûtez le suivant. Son parfum ressemble à celui du thé. Oui, La saveur aussi. Mais il y a un arrière-goût de longan. et celui-là? Je sens plutôt des notes florales. Tout à fait. C'est assez doux aussi, mais on sent beaucoup l'arôme fleuri. Mais celui-ci présente plus de douceur que celui-là. Et plus d'acidité. Oui, son acidité est plus nette. Les deux sont faits à partir des mêmes grains, mais la torréfaction de celui-ci est plus poussée. La plupart des débutants pensent que celui-ci est plus fort, mais ce n'est pas le cas. Celui-ci est la plus poussée. Et la couleur est plus foncée. C'est très amer. Oui, c'est le plus amer parmi tous. Oui, c'est le café traditionnel tel qu'on l'imagine. Je sens un peu l'amertume du chocolat. Oui. Lequel préférez-vous? Difficile à dire parce que chacun est spécial. Alors fermez les yeux et pensez à celui qui vous fait la plus forte impression. Alors, c'est celui qui présentait une saveur d'agrumes, parce que je n'avais jamais eu cette expérience avec du café. Alors je vais vous préparer un latte avec le grain que vous avez choisi. Ah, un joli dessin.
C'est très agréable en bouche. C'est doux, c'est lacté, c'est un peu caramélisé. Voilà ce qu'est un bon latte. La première gorgée est finie, vous en voulez immédiatement une deuxième. Vous aurez l'impression qu'une tasse ne vous suffit pas et vous en voudrez une autre. La texture en bouche est vraiment veloutée et douce. Par ailleurs, il n'assèche pas la bouche et vous sentirez plus de saveur que d'amertume parce que le café et le lait se mélangent bien. Même si je n'ai pas mis de sucre, c'est quand même un peu doux. Le lait fait bien ressortir les caractéristiques et les saveurs du grain de café. En fait, les cafés créés par les baristas sont désormais entrés dans le domaine de la personnalisation, c'est-à-dire que les baristas veulent s'exprimer, exprimer leurs idées, leur créativité à travers la sélection des grains, la décoration, etc. Ce local dans les Rotongs, c'est lui qui nous a choisis. C'est le propriétaire du magasin d'à côté qui nous a invités à gérer ce café. Alors pourquoi j'aime cet endroit? D'abord, je suis né et j'ai grandi dans les Rotongs, donc ces lieux me sont familiers. Ensuite, pour venir ici, on doit en fait parcourir la moitié du Rotong à pied, ce qui est assez intéressant. Un café doit pouvoir montrer la culture d'une ville, non? Alors comment attirer les gens qui ne boivent pas de café? Nous, les baristas, devons d'abord faire du bon café. Et puis, le marché chinois a encore besoin de connaisseurs. Nous devons donc faire du café une boisson que les gens connaissent, les laisser s'intéresser au café et être curieux des grains. Certains d'entre eux me demandent même quels nouveaux grains nous avons pour essayer. Ce sont ceux qui continueront à suivre ma sélection de produits. Donc, les deux parties sont importantes pour nous. C'est ce que nous voulions exprimer, en partie du café créatif, en partie des grains que nous torréfions nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je viens acheter mes grains de café ici? Parce que j'aime ces produits. Tous les grains que j'achète chez lui sont très frais, ce qui m'importe. J'ai beaucoup appris sur le café chez Perry Binks. J'étais une novice qui n'y connaissait rien. J'ai appris à partir de zéro, à faire du café filtre, des expressos, l'art du latte, etc. Je veux ouvrir un café à l'avenir. La concurrence est très forte en Chine, donc je veux peut-être en ouvrir un à Singapour. Je veux que mon café soit personnalisé. Ce sera un endroit où les gens pourront passer un après-midi confortable. L'ambiance, l'environnement les mettront très à l'aise. On se sentira comme à la maison. On pourra lire, surfer sur Internet ou discuter avec des amis. Et l'endroit ne sera pas bondé. Je déteste parler de café comme de métaphysique. En fait, si je vous dis comment faire, vous pouvez aussi préparer un bon café chez vous, et même en profiter pour devenir barista. Une partie de la fascination du café filtre réside dans sa sensualité et dans sa rationalité. Il y a des critères pour en juger le goût. Pendant un certain temps, le café japonais a pris un chemin étroit. Le barista japonais Taguchi Mamoru a écrit « Il n'y a qu'au Japon qu'on puisse porter autant de soin au café filtre ». D'après lui, si la situation perdure, cela empêchera le développement de l'activité. Donc je pense qu'il faut chercher à populariser cette boisson. C'est pourquoi je prépare du café sur un vélo dans les Rotongs pour le proposer aux gens qui n'ont pas l'habitude d'en boire. Je pense que l'odeur attire le public.
À Beijing, qu'ils se cachent dans les rotondes ou en pignon sur rue dans les quartiers des affaires, les cafés ont connu une croissance rapide. Ce sont des lieux confortables avec une musique d'ambiance et une diversité de boissons. Le concept de café tendance a séduit la clientèle. 其实我觉得咖啡厅主要还是一个氛围感的东西，所以我还是会第一是会首先被它的环境所吸引。我很喜欢咖啡馆的气氛，然后我喜欢闻咖啡的味儿，我只是喝了会胃头。大概1周3-4次吧。对，因为我自己其实是咖啡因比较敏感的，所以我只在上午喝咖啡，然后还会喝比较低浓度的。 À Beijing ou à Shanghai, en fait, de nombreux clients savent exactement ce qu'ils veulent. Ils demandent conseil, par exemple, quand ils souhaitent des saveurs acidulées, fruitées ou chocolatées. En fait, ils savent très clairement quel genre ils aiment. À mon avis, le marché chinois du café est en plein essor. Comparons les données dans différentes villes du monde. Par exemple, il y a 8000 cafés à Shanghai, 6000 à Beijing, 3000 à Hangzhou et 3000 ou 4000 à Chengdu. Que ce soit à Tokyo, Londres, New York ou Hong Kong, le nombre de cafés n'atteint pas le niveau de Shanghai, ni même celui de Hangzhou ou de Chengdu. Mais ce n'est pas pareil dans les autres villes, telles que Zhengzhou et Shijiazhuang, où il n'y a que quelques centaines, voire un millier de cafés. Il y a donc des disparités sur le marché chinois, mais cela signifie également l'existence d'un potentiel de développement. Selon les statistiques de l'administration générale des douanes de Chine, les importations de grains verts augmentent chaque année depuis 2017 pour atteindre un pic d'environ 106 000 tonnes en 2021. Le secteur du café est dynamique. De plus en plus de jeunes entrepreneurs chinois y voient une grande opportunité. Établi depuis 6 ans, on a 7 succursales à Beijing, 3 à Shanghai et 1 à Hangzhou. Quand on parle de Shanghai, on pense aux anciennes concessions, à une ville internationale magique et romantique. Quant à Hangzhou, on dit que dans le ciel il y a le paradis et sur terre il y a Suzhou et Hangzhou. Cette ville est comme une femme douce du sud. On a donc choisi la zone des anciennes concessions à Shanghai, une petite maison avec cour intérieure à Hangzhou, qui est entourée de montagnes et de rivières. À Beijing, on préfère les rotondes dont la vie quotidienne a été décrite par Lao She. On espère que chaque succursale sera comme un relais de poste dans différentes villes et aura un sens particulier et indispensable pour les habitants. De manière abstraite, on veut exprimer une attitude à l'égard d'une vie meilleure. Qu'il s'agisse d'espaces de café ou de cadres, je cherche à ce qu'il passe un moment agréable dans mon café grâce à mes produits. Il y a aussi les meubles. Par exemple, cette table a été ramenée de Bangkok et ces plaques sur le pilier d'Athènes. Vous ne les remarquerez peut-être pas en entrant, mais lorsque vous vous immergez dans cet environnement ou que vous observez autour de vous, cela vous apporte des sentiments particuliers. Chaque année, on prépare des boissons saisonnières spéciales, comme celle à base de jasmin, du tonquin, une petite fleur dans ces bocaux. En parlant de ça, il y a en fait une petite histoire. On est allé à Shanghai pour ouvrir une nouvelle succursale. Au printemps et en été, en marchant dans les rues de la ville, on a vu des grands-mères, petits paniers au bras, assises devant des magasins.
Elles étalaient un morceau de tissu sur le sol et vendaient des fleurs sur place. On en a acheté quelques-unes, puis on a cherché à donner au café cette saveur locale. Au bout d'un an d'essai, on a créé un produit appelé le jasmin du Tonkin. Il est en vente entre mai et novembre, à savoir pendant la saison des fleurs. Chaque fois qu'il croise une de ces dames, notre directeur à Shanghai achète leurs fleurs et les envoie à Beijing par caisson frigorifique. Cette boisson est très populaire parce que cette fleur est connue dans le Sud. Beaucoup de clients disent « Eh, c'est le goût des fleurs de mon enfance ». Cette saveur ravive leur mémoire et ils sont agréablement surpris. Il y a 14 ans, j'avais 23 ans. J'étais très jeune et je ne savais pas quoi faire de mon avenir. C'est un ami qui m'a guidé. J'étais touché par son enthousiasme pour le café, alors j'ai décidé d'apprendre auprès de lui, en commençant comme apprenti. Pour moi, c'était un processus de reconnaissance de soi. Quand on est jeune, on veut savoir quel rôle on va jouer, ce qu'on peut faire au sein de la société. Moi, je pensais que si j'étais capable de faire un bon café donnant du plaisir aux gens, ce serait peut-être ma contribution à la société. C'est ainsi que j'ai trouvé ma place. Et je fais ce travail aujourd'hui encore. Je vous prépare une tasse du café geisha dont j'ai parlé. Ok. Ce sont les grains? Oui, c'est du geisha du Panama. Vous pouvez sentir. Ça sent bon. Généralement, on pèse d'abord les grains pour déterminer la quantité d'eau. On utilise 15 grammes de grains avec un supplémentaire pour permettre au barista de tester le goût après la préparation. Quelle quantité d'eau faut-il? 1 gramme de café pour 15 millilitres d'eau. Donc j'ai besoin de 240 millilitres d'eau. Maintenant, je moule le café. Le parfum se dégage plus nettement. Oui, je sens une odeur fruitée, très forte. Oui, l'arôme s'exhale rapidement car le dioxyde de carbone contenu dans les grains est libéré après le broyage. Je ne peux pas m'arrêter de sentir. On appelle ça l'arôme sec. L'odeur émise pendant l'infusion est appelée arôme humide. Et il faut contrôler avec précision la température de l'eau. Maintenant, je vais préparer ce café avec une eau à 92 degrés. Attendons que l'eau chauffe. Que se passe-t-il si la température n'est pas exactement à 92 degrés? Généralement, la température de l'eau influe sur la douceur. Si on veut un café doux, la température doit être relativement élevée. Si on veut plus d'acidité, il faut baisser la température. De plus, la qualité de l'eau importe aussi. On doit donc mesurer sa dureté, sa teneur en minéraux et en pH et les maintenir. Je mouille d'abord le papier filtre dans le but de réchauffer la tasse, ainsi elle ne refroidira pas l'eau. Ensuite, je remets la balance à zéro et je prépare la première infusion tout en déclenchant la minuterie. Dans ce processus, on dit que le café va dégazer et gonfler. Pourquoi contrôler le temps? C'est comme l'infusion du thé. Plus vous infusez longtemps, plus vous obtenez de substances solubles. Mais plus, c'est pas mieux. En outre, la colonne de flux importe aussi. Par exemple, si on verse l'eau en hauteur, la pression sera élevée, alors le temps de préparation sera raccourci et vice-versa. Donc, le temps d'infusion dépend de la saveur que vous voulez. Le café geisha, connu pour être un café de luxe.
J'ai de la chance aujourd'hui, on va découvrir le coup ensemble. Attention, c'est encore chaud. Et le parfum ressemble au jasmin. Ouais, il dégage des arômes floraux, d'agrumes, de jasmin. Puis, il y a une acidité d'orange en bouche. C'est acide et fruité. L'amertume est assez légère. Quand il refroidit, il a une autre saveur. Oui, l'arôme de l'orange me semble plus net que tout à l'heure. Oui, maintenant, la douceur en arrière-goût doit être très nette. Ça fait saliver, comme après avoir mangé des fruits. Ce café humidifie la bouche, contrairement au café amer qui est astringent. Je dirais cette tasse de café a un bel arôme et un goût fort, profond mais élégant. Ça me plaît. On a également un café combiné avec du thé. Il est fait avec du matcha, ce qui est très intéressant. Avant tout, je moule le café pour un double espresso. J'aplatis la poudre. Ensuite, je vide la machine pour obtenir de l'eau fraîche. J'installe la poignée. Voici un mélange de matcha et de lait. Je le place dessous pour obtenir de belles gradations. C'est donc une combinaison de café et de thé. Oui. Les couleurs vertes et café vont très bien ensemble. L'espresso chaud et le lait froid se donnent mutuellement du relief. C'est l'une de leurs boissons signature. La surface est un peu amère. Oui, c'est très intéressant ce mélange de froid et de chaud. Au début, le goût du café est fort et il diminue pour laisser place au goût du matcha. C'est doux, avec une note sucrée et fraîche de matcha. L'arôme du matcha et celui du café est bien équilibré. C'est corsé, avec un arrière-goût tenace. Quelles sont vos sources d'inspiration alors? D'abord, on a des clients qui aiment aussi le thé. Ensuite, le matcha lui-même était un passe-temps pour les lettrés et les érudits. On sait que le processus de préparation du matcha était populaire sous la dynastie des Song. C'était un bel art de vivre. Donc nous l'avons combiné avec le café. C'est donc pour moi une boisson raffinée qui présente à la fois une délicate onctuosité et un mélange riche de notes aromatiques. L'origine du thé matcha remonte à la fin de la dynastie des Tang en Chine. Très en vogue sous la dynastie des Song, cette méthode de préparation de thé a même donné naissance à un jeu pour lettrés chinois qui consistait à rivaliser en dessinant des représentations de paysages, d'oiseaux et de fleurs à la surface du thé, comme les baristas le font de nos jours, sur la mousse de lait d'un café. On a une cinquantaine de baristas à Beijing. Je leur demande de l'ingéniosité, du respect pour leur profession, ainsi que de l'enthousiasme et de la politesse. On prévoit de sélectionner d'excellents baristas dans l'équipe pour participer à des compétitions internationales à l'avenir. Il m'a fallu près d'1 an pour passer d'apprenti à barista digne de ce nom. Durant cette période, les choses n'ont pas été simples et j'ai failli abandonner. Par exemple, après 2 heures d'entraînement à dessiner des motifs sur le latte, je n'y arrivais toujours pas.
Alors je me suis mis en colère contre moi-même. Après avoir repris mon calme, j'ai recommencé avec les motifs les plus simples. Ensuite, lorsque les clients ont commencé à me complimenter, j'ai compris que tout ce que je faisais avait du sens. À l'époque, je trouvais que le café était très intéressant à étudier. Moi, j'aime bien faire des recherches, mais elles sont sans fin dans ce domaine. Tout comme une expérience scientifique, la torréfaction des grains de café vert nécessite un contrôle strict en matière de température, d'humidité et de temps. La complexité aromatique des grains rend le café très compliqué à comprendre, mais très attirant. Durant la torréfaction, une série de réactions chimiques se produisent, transformant l'état et la couleur des grains. Et ce sont les changements complexes qui réveillent les arômes du café. Toutes les succursales consomment environ 1 à 2 tonnes de grains par semaine. J'aime torréfier les grains à heure fixe, généralement la nuit, tout seul. Et je me charge aussi de corriger le goût des différents cafés. Pour ma consommation personnelle, j'aime expérimenter différentes torréfactions pour trouver une meilleure façon de rôtir le grain. Mais c'est le contraire pour nos succursales qui doivent proposer des produits standards. La Chine, pays traditionnellement buveur de thé, compte de plus en plus d'adeptes de café grâce au travail de ces jeunes passionnés. Alors, pourquoi ne pas commencer la journée avec un bon café ?